tu as prévu un cycle sur New York au cinéma. Il y a quelques films, on peut en parler très brièvement, mais tout de suite, on écoute un extrait de Un jour à New York de Stanley Donen. Zut, il est déjà 9h30, le temps file à toute allure et on a encore pour ainsi dire rien vu. Écoutez, j'ai arrangé un excellent emploi du temps. 9h45, l'hôtel de ville de New York. 10h juste, les cloîtres. 10h15, le planétarium. 10h30, l'aquarium. 10h45, la galerie de... vous autres, vous deux! Non mais sans blague, on continue à se balader. C'est la première fois que je sors de ma ville natale. Je veux connaître toutes les beautés de New York. Une seule me suffit largement. Moi, je vis dans un pays minier où les filles sont couvertes de suie. Ouh, venez reliquer ça. Elle est mignonne. Elle est mignonne. T'en as de bonne, monsieur fait le difficile. Qu'est-ce qui t'a donné rendez-vous à New York? Ava Gardner? Écoutez, je me donne jusqu'à la fin de la matinée pour me dégoter une chouette new-yorkaise. J'ai un truc irrésistible avec les femmes. Chez moi, à Plaisanceville, toutes les filles tombent dans mes bras. Plaisanceville. Tu fais peut-être le mariole à Plaisanceville, mais tu oublies que c'est un patelin qui tiendrait tout entier dans le magasin qui est là. Hé, t'es qu'un sale jaloux. Ouais. Ouais. Vous autres, bouclez-la. Nous perdons tout notre temps. Qu'est-ce qui nous empêche de visiter New York tout en cherchant des mignonnes, non? Écoutez, 10h30, l'aquarium. 10h45, la galerie de... Pourquoi pas? Odzi, j'ai arrangé notre emploi du temps. 10h30, bonjour. Oh, bonjour. 10h45, On se prend la main. 11h juste. Alors on danse. 11h15, Un petit bécon. 11h30. Allez, venez, prenons le métro. Alors, on vient d'écouter un extrait du tout début du film de Un jour à New York de Stanley Donen, un film de 1949. Alors moi, j'aime ce choix, osé, de présenter Un jour à New York parce qu'il est moins connu que d'autres comédies musicales. Et ce que j'apprécie dans ton choix, c'est que c'est un premier film d'un jeune réalisateur, Stanley Donen, qui a 25 ans, réalise ou co-réalise si on est précis, ce film, Un jour à New York. Alors pourquoi Un jour à New York, tu l'as choisi alors que c'est un film qui a cette image peut-être un petit peu désuète aujourd'hui? C'est, quand on pense aux comédies musicales, on pense à d'autres films de Stanley Donen. Je pense à Chantons sous la pluie, on pense à des films de Minelli, on pense à des films de d'autres réalisateurs de cette époque. Pourquoi Un jour à New York alors qu'il y a plein d'autres comédies plus connues que Un jour à New York? Je pense à New York, New York de Martin Scorsese qui fait aussi partie de la programmation. Mais pourquoi as-tu choisi ce film co-réalisé par Gene Kelly et Stanley Donen? Oui, effectivement, Un jour à New York, c'est l'ouverture du cycle que l'on va consacrer à New York. C'était, une vraie volonté pour, marquer un petit peu aussi le changement, de présidence du ciné-club et pour démarrer, notre programmation en semestre. J'avais vraiment envie de qu'on puisse découvrir plusieurs films, donc en l'occurrence, c'est 5 films autour d'une thématique. New York, parce qu'évidemment, c'est la ville-monde, c'est la capitale du monde d'une certaine façon et que c'est une des villes qui a été les plus filmées, dans l'histoire du cinéma. Un jour à New York, c'était vraiment pour moi le meilleur moyen de démarrer un cycle sur New York. Parce que c'est un film qui a cet aspect très touristique. Je dis ça, alors ça pourrait peut-être faire sourire, touristique parce que c'est un film qui se déroule sur une journée à New York, comme son nom l'indique, hein. C'est des marins qui se promènent dans la ville, comme ça toute une journée à la recherche, de femmes, hein, essentiellement, puisque évidemment c'est 3 marins, 3 beaux messieurs qui cherchent des femmes. On découvre tous les monuments, de New York. C'est un film qui, pour la première fois ou l'une des premières fois, a été tourné en véritable extérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas reconstitué New York ou des rues de New York pour tourner. En tout cas pour les monuments, les plus célèbres et pour certains passages, on voit vraiment la ville telle qu'elle était, à la fin des années 40 et l'originalité, c'est ce que tu disais un petit peu, c'est que c'est un film qui est un petit peu moins connu dans la carrière, de Gene Kelly et Stanley Donen. On avait déjà passé il y a quelques années Chantons sous la pluie et typiquement c'est un film, je pense que tout le monde connaît bien. Alors pas nos collégiens ou lycéens, hein, si je Mmh. reviens à eux, mais le public, des fidèles, je pense, a à cœur ou aura à cœur, puisqu'on enregistre un tout petit peu avant, la diffusion du film, de redécouvrir ce film absolument magnifique, extrêmement bien mis en scène par Stanley Donen. Il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque, sur Stanley Donen il y a quelque temps où on a pu justement revoir, en qualité, restaurée, donc des films qui ont été,
remasterisé dans une qualité flamboyante. Ce genre de grand film, c'est vraiment ce qui m'intéressait. L'aspect carte postale, très désuet même, hein, par moments. C'est une comédie musicale qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Le côté un petit peu désuet, mais aussi l'aspect, comment dire, oui, ce qui m'intéressait, c'était voilà, ce côté un petit peu désuet de ce film et qui pourtant, à mon sens, vieillit relativement bien. C'est une sorte d'enchantement de revoir ces grandes comédies musicales avant d'entamer la découverte d'autres films un petit peu plus contemporains, un petit peu plus sombres aussi et qui nous montrent un autre visage de New York. L'intérêt de ce cycle, c'est de voir 5 visages de New York par 5 réalisateurs différents. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure sur Un jour à New York, sur le fait que c'est un film, et c'est très original pour l'époque, c'est un film où on sort des studios, on va tourner avec des décors réels. Bon, la vérité, elle est un peu moins belle, mais en vérité, voilà, Donnen et Kelly, en fait, ont tourné à peu près un à 2 cinquièmes du film en extérieur. Après, ils ont été obligés par les producteurs de retourner en studio, mais ils se sont arrangés pour intégrer de véritables images de New York. Et quand on voit le film, on a l'impression que tout est en décor réel. Et c'est un film qui participe aussi à la magie du cinéma. Et c'est un vrai personnage dans le film New York. C'est un peu, il y a 3 hommes, 3 femmes, et c'est un peu comme un septième personnage. Et c'est vraiment un personnage à part entière. Oui, et c'est l'intérêt du cycle. Pour le coup, dans les 5 films que j'ai choisis ou que j'ai sélectionnés, à partir des contraintes que j'ai évoquées un petit peu plus avant, hein, donc c'est, en partant du rêve ou des envies et après en regardant, quels films sont montrables aujourd'hui. Manhattan de Woody Allen, La nuit nous appartient de James Gray, Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese et New York 1997 de Carpenter. À chaque fois, la ville n'est pas qu'un simple décor. On aurait imaginé qu'on aurait pu tourner à Los Angeles ou Chicago ou je ne sais quelle autre ville américaine. Là, pour le coup, New York, à chaque fois, a vraiment un rôle extrêmement important. Exactement ce que tu disais, comme si c'était un personnage du film qui apparaît, qui, contraint parfois les personnages de faire telle ou telle action. C'est particulièrement vrai dans les films un petit peu plus dramatiques. Eh bien justement, Woody Allen nous parle de New York. On écoute tout de suite. Même que je vous le dise, je voudrais le vendre, ce bouquin. Chapitre 1. Il adorait New York. Bien que pour lui, elle fût une métaphore du pourrissement de la culture contemporaine. Quelle difficulté d'être dans un monde désensibilisé par les drogues, la musique tapageuse, la télévision, la violence, les ordures. Non, trop en colère. Ça, je ne veux pas l'être. Chapitre 1. Il était dur et romantique comme la ville qu'il aimait. Derrière ses lunettes d'écaille, il y avait en filigrane la puissance sexuelle d'un félin de la jungle. Ça, j'adore. New York était sa ville et elle le resterait à jamais. Alors vous avez reconnu très certainement la voix française de Woody Allen. Bien sûr, vous découvrirez le film en version originale sous-titré français au mois de mars dans le Ciné-Club de Montreux. Là, tu as choisi un film du début des années 80, fin des années 70, qui est Manhattan, mais c'est un film en noir et blanc. Et c'est un film donc de Woody Allen, c'est sa période un petit peu âge adulte. Il a laissé de côté un peu son esprit burlesque pour un esprit plutôt comique, mais quand même assez adulte, où il parle de ses névroses. Enfin, le Woody Allen que l'on connaît peut-être un peu mieux, parce qu'on a un peu oublié ses premiers films, comme Take the Money and Run. Je crois que le titre en français, c'est Prends l'oseille et tire-toi. Tu as pris un film en noir et blanc. C'est le seul film tourné par Woody Allen en cinémascope. Et New York n'a jamais été aussi belle que dans ce film. Mais alors pourquoi Manhattan? Est-ce que c'est pour le côté esthétique ou est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Il y a absolument tous les aspects avec Manhattan. C'est l'avantage de ce genre de grand film, un archi-classique. Pourquoi le prendre? Parce que tout le monde a envie de le revoir, tout simplement. Quand on traite de New York ou quand on a envie de redécouvrir New York au cinéma, Woody Allen, c'est incontournable. C'est comme Scorsese. Voilà, c'est des cinéastes qui sont associés à leur ville. Je mets leur avec des majuscules, hein. Donc Manhattan, bien sûr, parce que ce sont les acteurs, ce sont les décors. Tu l'as dit, c'est un film en cinémascope, donc un format qui est plutôt étiré.
ce qui va contraindre Woody Allen à filmer la ville d'une façon un tout petit peu originale. Généralement, quand on montre New York au cinéma, on montre une ville debout. Pour reprendre l'expression de Céline, c'est la ville avec les gratte-ciel, la ville qui monte vers le ciel. Et généralement, on a toujours ce côté vertigineux de la New York qu'on nous montre au cinéma, encore aujourd'hui dans le cinéma contemporain. Woody Allen, qui connaît très bien sa ville, lui prend le contre-pied et nous montre une ville à hauteur d'homme. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, en plus des autres qualités du scénario, de l'histoire et du côté irrésistible de Woody Allen, de cet intellectuel juif névrosé qui est toujours plus ou moins dépressif et qui, toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes, sort une réplique que l'on retrouve aujourd'hui très régulièrement dans des compilations des meilleures répliques de l'histoire du cinéma. C'est vraiment un film total, Manhattan. Ouais, exactement. Et New York est une ville qui a inspiré beaucoup de réalisateurs et surtout beaucoup de réalisateurs qui viennent de cette ville. Moi, je pense à son contemporain qui est Sidney Lumet, qui a tourné énormément de films, qui est un réalisateur très prolifique, comme Woody Allen. Woody Allen, par contre, a surtout filmé à peu près les mêmes quartiers, alors que Sidney Lumet, lui, a vraiment filmé tout New York. Je pense qu'il a filmé tous les quartiers de New York. En tout cas, c'est une ville qui inspire. On reste dans ces années 80 avec La nuit nous appartient. On écoute tout de suite l'extrait avec Robert Duvall et Joachim Phoenix. Ton frère me dit que tu ne réponds plus au téléphone. J'ai plein de boulot, papa, c'est tout. Ah oui? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as des ennuis? Mais non, Quoi? ça va plutôt bien. Ça va? Ouais? T'es sûr? Si tu avais voulu, j'aurais pu t'avoir un travail stable. Il t'aurait suffi de me le demander. J'ai un travail. Un vrai travail. Et c'est justement pour ça qu'on a eu cette discussion, là. Parce que t'as des clients qui trafiquent de la cam. Au fait, Joseph me dit que tu préfères prendre le nom de ta mère, maintenant. Oui, c'est pour le boulot, tu comprends. C'est plus facile. Bobby Green. Eh ben, les gens arrivent à le dire au moins. Et ta portoricaine? Tu l'as ramassée où? Comment ça? Je suis pas aveugle. Tu peux te marrer. Ta pauvre mère a toujours été trop indulgente avec toi. D'accord. Je dois y aller, papa. Bobby, une dernière chose. Tôt ou tard, soit tu seras avec nous, soit tu seras avec les dealers. Crois-moi, Bobby, c'est la guerre. Tu comprends ça? Ou non? Un de ces jours. Fais attention. On vient d'écouter un extrait de La nuit nous appartient de James Gray, un film qui se déroule dans les années 80 mais qui est sorti à la fin des années 2000, We Own the Night pour le titre original. Alors là, c'est un film très différent de Manhattan, de Un jour à New York. Là, il y a très très peu d'humour. On est dans un polar et c'est un film très intéressant. Il est un peu l'héritier de plusieurs styles. On pourrait dire que c'est un film qui est dans la lignée du Nouvel Hollywood, dans sa façon de filmer, dans les acteurs. On a Robert Duvall. Mais par moments, on se demande si on n'est pas dans un film classique. Et finalement, quand on regarde le film, on se dit mais on est peut-être en fait dans un film des années 50, du moins par le côté moral. Et donc c'est un film très intéressant qui se passe dans les années 80. Mais là, on est plutôt dans le monde de la nuit, dans le monde des boîtes de nuit, dans le monde de la drogue. Donc c'est le New York qu'on n'aime pas trop voir finalement, parce que c'est le New York criminel. C'est le moment où, un peu comme dans un film de J.C. Chandler qui s'appelle Almost Violent Year, on assiste ici, on voit une ville qui est en pleine déliquescence. C'est la ville du crime. Donc La nuit nous appartient. Là, on est sur un autre rythme, beaucoup moins d'humour, même si on a un tout petit peu chez James Gray, mais c'est pas ça que l'on retient. Et là, on a un très grand film d'un grand esthète, et surtout, on a un film réalisé, à la différence peut-être de Stanley Donen, un film réalisé par un très très grand cinéphile qui sait exactement où il met sa caméra, où il met ses pieds.
Alors, mais pourquoi La nuit nous appartient? Tu l'as choisi. Est-ce que tu as voulu mettre en avant aussi le genre policier qui est étroitement lié à New York? Oui, ta présentation était excellente. Presque Mais tout elle est sera, résumé. elle sera meilleure au mois de mars. Elle sera meilleure au mois de Elle, mars. Là, ce n'était qu'un petit échantillon, bien sûr, elle sera meilleure en toute puisque modestie. tu nous feras le plaisir effectivement de venir présenter ce film au public et tu pourras continuer l'analyse et à en parler avec le public juste après. Pourquoi j'ai choisi La nuit nous appartient? Parce que, comme toi, j'adore James Gray. C'est l'un des grands réalisateurs américains contemporains et ils ne sont pas forcément si nombreux, en Et tout cas dans la jeune new-yorkais génération. également. Il est américain et new-yorkais, puisque sur tous les films qu'il a fait, il y en a beaucoup qui ont été réalisés à New York. Et les deux seuls films qu'il n'a pas fait à New York, il y en a un dans la forêt amazonienne et un autre sur la Lune. Donc autant dire que New York, c'est vraiment son fief, c'est son quartier. Oui, oui, exactement. Et l'idée, tu l'as bien trouvé, effectivement, c'était de proposer aux spectateurs une soirée autour du film policier à New York. Pour tout dire, j'avais au début choisi en première partie, puisque ce film-là sera passé à 21 heures juste après Manhattan, qui n'est pas un film policier, donc j'ai dû me réadapter là aussi avec les contraintes des distributeurs. J'aurais voulu passer La Cité sans voile de Jules Dassin, qui est un film un petit peu moins connu du grand public. C'est un film policier, là aussi, avec un aspect très documentaire, où là aussi on explore une autre New York et une face un petit peu plus sombre. Et on aurait pu mettre en parallèle, c'était ça mon rêve ou mon souhait au début, mettre en parallèle les deux univers de New York criminel, pour faire simple, à différentes époques et filmés par des réalisateurs complètement différents. Ça n'a pas été possible, mais j'ai quand même souhaité garder James Gray aussi pour faire un parallèle avec l'actualité cinématographique, puisqu'il a sorti son dernier film il y a quelques semaines avec un certain succès public et critique. Oui, on peut regretter son absence aux Oscars, aux Golden Globes et également pour le César du meilleur film étranger. Mais voilà, c'est pas un réalisateur qui est très apprécié, même s'il est dans les festivals, surtout au Festival de Cannes. Il a très très peu de prix. Finalement, il a eu un prix pour son tout premier film qui était Little Odessa. Bon, s'il fallait un prix, c'est bien que ça tombe quand même sur son premier film, parce que ça a permis quand même de lancer sa carrière. Mais on y reviendra au mois de mars. Tu as choisi un film d'un autre réalisateur new-yorkais. Quand on pense à Martin Scorsese, on pense surtout à Taxi Driver pour New York. On pense à Mean Streets, à New York, New York. On pense même à After Hours. On peut penser même à Tombeau ouvert pour les plus cinéphiles. Ou encore Gangs of New York, qui est le film qui m'a fait découvrir Scorsese à titre personnel. Et ben toi, tu prends le contre-pied finalement et tu prends Le Loup de Wall Street. Et on écoute tout de suite un extrait. Vends-moi ce stylo pour voir si t'es si fort que ça. Vends ça, vas-y. Vends-moi ce stylo. Est-ce que je peux finir de manger? J'ai rien dans le ventre. Vendre un Brad, stylo. tiens, montre-leur. Boum. Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Ils vous vendent n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Vous devez leur donner envie d'acheter, les convaincre qu'ils ont besoin de ces actions, vous comprenez? Tu sais quoi? Toutes les nonnes sont lesbiennes. Merde, qu'est-ce que tu... Là, il a raison. Vraiment, elle peut pas avoir de gars, alors elle baise entre Ça fait 4 fois que je demande mon foutu ketchup. Il est pas avec nous. Maintenant, elle se pointe. Désolé, Kimi. Bon, je savais que ces gars étaient pas des grosses têtes de Harvard. Robbie Feinberg, le crétin, avait mis 5 ans à finir l'école secondaire. Alden Kopferberg, la loutre, avait même pas de diplôme. Chester Ming, le chinois dépravé, était convaincu que Jiu-Jitsu se trouvait en Israël. Le plus intelligent de la bande était Nicky Koskov. Lui, il avait fait des études de droit. Je le surnommais Moumout parce qu'il avait une perruque de merde sur la tête. Mais peu importe, donnez-moi des jeunes débiles qui crèvent de faim et en un rien de temps, j'en fais des hommes riches. Alors là, on est quand même très très loin de l'univers de Stanley Donen, de La nuit nous appartient. Là, ça envoie du bois, c'est extrêmement sulfureux. C'est peut-être l'un des films les plus politiques de Scorsese. Et j'apprécie ce choix, une nouvelle fois, Le Loup de Wall Street, parce que certes, on parle de New York, on est dans le centre avec Wall Street, mais c'est aussi un film qui se passe en périphérie de New York. On est à Long Island, mais on est aussi dans la banlieue riche, avec la villa de DiCaprio. Donc là, c'est un film beaucoup plus politique. On n'est plus dans les années 80, on est plutôt dans les années 90-2000. Donc là, c'est un film très long,
Tu as pris un risque, puisque le film fait 3 heures, 2h59 si on est précis, je crois. Moi, j'avais une question toute bête. Si je viens au Ciné-Club de Montreux, est-ce qu'on aura quand même un débat après 3 heures de film, après 3 heures d'orgie cinématographique? Alors, généralement, le débat, c'est aussi les spectateurs qui décident s'il y a un débat ou pas. Moi, je pars toujours du principe qu'il y a un débat, parce qu'il faut parler d'un film et surtout, effectivement, après 3 heures de pure cinéphilie, comme Le Loup de Wall Street ou d'autres films qu'on a pu passer, hein. On a passé Le Docteur Zhivago il n'y a pas très longtemps. C'est un film très, très long aussi. C'est vraiment les spectateurs qui décident. Donc si, il y a besoin d'en parler, s'ils veulent rester, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour en parler, on le fait avec un immense plaisir et le cinéma ne nous met jamais dehors. Il nous laisse terminer jusqu'au bout de la nuit si on le veut. Peut-être pas jusqu'au bout de la nuit, mais en tout cas, on a le droit à cette liberté d'expression, même après des films qui durent 3 heures. Donc, si un jour tu as l'ambition de projeter La Roue ou de projeter Shoah, non, on risque d'avoir un débat derrière. On risque, mais ça sera un vrai plaisir, hein. Ça sera pas du tout, un risque, négatif. On pourrait projeter aussi des films en plusieurs fois. Les films que tu as cités ne sont pas forcément prévus, dans l'immédiat, mais je rêve et je sais qu'Alain Dresse, l'ancien président et fondateur du Ciné Club, rêverait de revoir Ben-Hur sur grand écran. Ça serait un très, très beau spectacle. Imaginez Ben-Hur, dans la salle numéro 1, c'est-à-dire sur le plus grand écran, pendant, environ 4 heures, hein. De mémoire, c'est un petit peu moins de 4 heures ce film. Ça serait un très, très beau spectacle, un petit peu comme on avait passé, Laurence d'Arabie, il y a quelques années lors de sa ressortie. Si les spectateurs veulent en parler après, avec un immense plaisir. Parfois, je note quand même, la conversation ne se poursuit pas dans la salle, mais sur le parking. Le parking d'un cinéma, on pourrait en parler longuement, c'est aussi, une arrière-boutique, ou quelque chose où on continue finalement les débats et c'est ça qui est passionnant avec le lieu cinéma et qui disparaît malheureusement quand on est dans son salon, même entre amis d'une certaine façon, à voir un film. Le parking est très, très important pour le Ciné-Club de Montreux aussi parce que souvent, c'est les dernières, réflexions, les dernières petites critiques ou les dernières analyses que l'on peut livrer avant que chacun rentre chez soi. J'avais une question très très pratique sur le parking. Est-il gratuit? Il est gratuit puisque c'est une grande zone commerciale, donc évidemment, on peut venir en voiture et laisser sa voiture gratuitement. Là, pour le film suivant, tu as choisi un film assez audacieux, je dois dire. Tu as pris encore un risque. On est toujours à New York, mais là, on est dans un film d'anticipation. C'est New York 1997 par John Carpenter. Tout de suite, un extrait. C'est un extrait avec Kurt Russell et avec Lee Van Cleef. Je ne suis pas un imbécile, Plisken. On m'appelle Snake. SD Plisken. Américain, lieutenant de la brigade spéciale Lumière Noire. 2 médailles militaires, Leningrad et Sibérie. Le soldat le plus jeune à avoir été décoré par le président. Hold-up du dépôt des réserves fédérales. Condamnation à perpétuité dans le pénitencier de New York. Je vous aurais condamné à la chaise électrique, tout héros que vous soyez. Vous êtes qui, vous? Hawk, le chef de la police. Bob Hawk. Bob Hawk, brigade spéciale du Texas. Moi aussi, je vous connais, Plisken. Je pourrais savoir ce que je fais là. J'ai un marché à vous proposer. Une possibilité de pardon pour tous les actes criminels que vous avez commis aux États-Unis. Il y a un accident. Il y a maintenant environ 1 heure, un petit avion s'est écrasé au centre de New York. Le président était à bord. Président de quoi? Je déteste qu'on se foute de moi. On vous y envoie. Trouvez le président, ramenez-le-moi ici dans les 24 heures et vous êtes un homme libre. Dans les 24 heures, hein? Je vous ai offert un marché. Un marché de con. Vous avez tout à y gagner. Ben, je vais y réfléchir. Pas le temps. Quelle est votre réponse? Cherchez un nouveau président. Nous sommes en guerre, Plisken. Nous avons besoin de lui vivant. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de votre guerre? Et de votre président? C'est là votre réponse? J'ai besoin de réfléchir. Réfléchissez vite. Pourquoi moi? Vous avez piloté le Goldfire au-dessus de Leningrad. Vous saurez atterrir discrètement. Et je n'ai pas le choix. D'une façon ou de l'autre, pour moi, c'est cuit, hein. Et puis j'en ai rien à foutre. Donnez-moi le papier. Quand vous reviendrez? Je le veux avant. Je vous ai dit que je ne suis pas un imbécile, Plisken. Appelez-moi Snake.
Et la VF est assez savoureuse comme toutes les VF des films des années 80. Là, tu choisis un John Carpenter, qui n'est pas un cinéaste new-yorkais, qui est un cinéaste qui est un peu difficile à classer. Il est souvent considéré comme un cinéaste de genre, avec Fog, avec Halloween. Il a fait un remake officieux de Rio Bravo, un film qui m'est très cher, qui s'appelle Assaut. Donc c'est un réalisateur qui a eu son heure de gloire dans les années 80-90, qui a été très défendu, qui a fait l'objet de nombreuses publications, mais j'ai l'impression, là, en 2023, que c'est un réalisateur, certes, on connaît son nom, mais il n'est pas forcément, c'est pas forcément le réalisateur qu'on va mettre en avant par rapport aux réalisateurs de sa génération. Donc là, tu as choisi de le mettre en avant avec un film d'anticipation. Moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être le film le plus accessible pour rentrer dans l'univers de John Carpenter. Alors, New York a un rôle important, mais je te laisse le soin d'en parler. New York dans New York 1997, qui n'est pas un film de 1997. Oui, pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, New York 97, ça aurait pu être le film d'ouverture du cycle, en réalité. J'ai choisi Un jour à New York, peut-être par convention d'ailleurs, je n'ai pas été assez révolutionnaire, mais j'aurais pu commencer avec New York 1997, parce que le film et son réalisateur, que tu viens de très très bien présenter, ont aujourd'hui un statut de film culte, on pourrait dire, et de réalisateur culte, qui effectivement n'a pas toujours été compris, n'a pas toujours été défendu, et qui l'a été beaucoup par la suite, au point qu'aujourd'hui, c'est une sorte de légende. Carpenter, c'est quelqu'un qu'on étudie dans les écoles de cinéma, il y a beaucoup de mémoires d'étudiants, et c'est une excellente porte d'entrée, alors pour New York peut-être, mais aussi vers la cinéphilie. Donc c'est pour ça que je dis que j'aurais pu le prendre en ouverture. Ça, c'est vraiment un film intergénérationnel qui va plaire à tout le monde parce que c'est un réalisateur qui a beaucoup de références, t'en citais tout de suite. Et ce genre de film d'anticipation avec de l'action, une certaine violence, de la virilité, qui est très propre à cette époque hein, aussi, qui est un peu cliché d'ailleurs, hein, j'espère qu'on pourra en parler après le film, eh bien c'est une très très bonne porte d'entrée vers la cinéphilie, notamment, je reviens toujours à mon jeune public que j'ai envie d'attirer vers le ciné-club de Montreux. Donc on termine le cycle avec New York 1997, parce que c'était une façon aussi de voir une New York différente, hein, après la carte postale, après la New York intellectuelle, après Wall Street, qui est le cœur financier des États-Unis et peut-être même du monde. Je ne sais pas si ça l'est encore, mais on pourrait en discuter. Eh bien, on finit aussi avec un film d'anticipation qui nous montre un autre visage assez négatif de New York. On avait passé Soleil Vert l'année dernière. C'est un film qui peut avoir des points communs, quelques points communs. Voilà, c'est le genre de film qui marche très bien, que le public apprécie. Et je me souviens très bien du débat après Soleil Vert, le film de Richard Fleischer, où beaucoup de gens avaient échangé et avec beaucoup de contradictions. C'est ça qui parfois est intéressant, c'est d'entendre des points de vue différents et pas uniquement finalement du positif, même si l'idée n'est pas de montrer des films que les gens ne vont pas apprécier, mais c'est ce genre de film qui peut créer un débat. Et Carpenter, aujourd'hui encore, moi j'en suis convaincu, ne laisse pas indifférent le spectateur. Très bien. Donc ça, c'est le film qui va clore le cycle New York. Il y aura très certainement un cycle en 2024. On ne dit rien, je pense qu'il n'y a que toi et ta conscience qui le savez, mais on en rediscutera, j'espère, à l'occasion d'un autre podcast. Mais ce n'est pas le dernier film que tu vas projeter pour cette saison. Il y a encore un autre film au mois de juin. On écoute l'extrait. Alors c'était un scientifique. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il était biologiste. Et qu'est-ce qu'il cherchait avec vous? Marc, à quoi voulait-il arriver avec vous? Il m'observait pendant que je grandissais. Il voulait un dossier complet sur la croissance d'un enfant. Complet, oui. Avec tous les détails. Comme si c'était possible. Et il a essayé d'y parvenir en passant son temps à me filmer. Il n'arrêtait pas. J'ai jamais connu un moment de tranquillité, d'intimité pendant toute mon enfance. Et cette lumière dans les yeux? Et cette chose? En fait, ce qui l'intéressait, c'était d'étudier la réaction du système nerveux devant la peur. La peur? La peur. En particulier la peur chez les enfants.
et leur façon de réagir. Je crois qu'il a beaucoup appris avec moi. Je me réveillais en hurlant comme un fou. Et mon père était là. Il prenait des notes et il me filmait. Et je suis sûr qu'il en a fait un bon usage. J'en suis persuadé. Il était très brillant. Un scientifique jette un lézard sur le lit d'un enfant et c'était pour en faire bon usage. On vient d'écouter Le Voyeur de Michael Powell, un film de 1960 qui est sorti finalement très très peu de temps après Psychose. C'est un peu deux films jumeaux. Peut-être qu'il y aura des débats justement après le film sur les différences entre Psychose et Le Voyeur. Le Voyeur de Michael Powell, c'est un film anglais. On n'est plus du tout à New York, on est à Londres. Alors c'est un choix un petit peu étonnant pour clore une saison, parce que c'est un film où il y a de l'humour, certes, mais c'est plutôt de l'humour noir. C'est un film qui a mis du temps à être redécouvert. Il a été réhabilité, entre guillemets, par trois cinéastes. On a parlé tout à l'heure de Martin Scorsese. Martin Scorsese a été à l'origine de la restauration, il a été à l'origine de l'édition DVD. Il a beaucoup fait pour ce réalisateur avec Francis Ford Coppola et Bertrand Tavernier, parce que je crois que Bertrand Tavernier avait fait une édition de ce film en DVD chez l'Institut Lumière. C'est un peu étonnant de terminer une saison sur Le Voyeur, mais pourquoi ce choix? On sait que tu apprécies les films de Michael Powell, Les Chaussons Rouges, Le Narcisse Noir, mais pourquoi Le Voyeur? Eh bien parce que, tu le sais aussi bien que moi, Le Voyeur est un très très grand film. Et que la vocation première du Ciné-Club de Montreux et de tous les autres, c'est de faire redécouvrir sur grand écran des très grands films. Le Voyeur, tu as raison, c'est pas forcément le film le plus connu de Michael Powell. Généralement, on se souvient effectivement des Chaussons Rouges, du Narcisse Noir, qui repassent un petit peu de temps en temps, à Paris notamment. Alors, dans les autres ciné-clubs, je ne sais pas, mais c'est des films qu'on peut encore revoir. Le Voyeur, un petit peu moins. Et tu as donné une clé de la réponse tout à l'heure. C'est une forme aussi de passerelle qu'on peut faire entre le cycle New York, donc qui s'est terminé avec Carpenter, et un autre film d'une autre époque. La passerelle, bien sûr, tu l'as donné, c'est Martin Scorsese, qui a été avec d'autres à l'origine de la redécouverte de ce film, que j'ai découvert personnellement grâce à tous les noms que tu as cités tout à l'heure. Donc c'était une très jolie façon de conclure non pas l'année ni la saison, puisque on redémarre évidemment en septembre. Oui, c'est ça, on termine le premier semestre. On termine le premier semestre, on laisse les vacances d'été où il n'y a pas de projection pour le Ciné-Club, donc on laisse 2 mois de repos à nos chers fidèles du Ciné-Club, et on redémarre en septembre. Donc en fait, c'est le dernier film de la première partie. C'est typiquement un film de Ciné-Club, qui traite aussi un petit peu du cinéma d'une certaine façon, de quelqu'un qui filme. Il y a des liens avec Hitchcock que tu as évoqué tout à l'heure, effectivement. C'est un très très beau film qu'on voit peu, et je dois dire que je me réjouis, c'est presque un plaisir personnel, mais j'espère pouvoir le faire partager au plus grand nombre. Je me réjouis de revoir ce film sur grand écran. Oui, et ce qui est beau dans ce film, c'est que c'est un film extrêmement personnel, mais c'est aussi un film sur le suspense. Michael Powell a mis beaucoup de choses de lui dans ce film. On le voit, il y a même son fils qui joue dans le film, et on voit même des décors réels dans lesquels Michael Powell a vécu. Donc c'est aussi un film personnel, tout en étant un film pour grand public, même s'il n'a pas rencontré le public à sa sortie.